Concernant 2026, nous, on considère que les classes d'actifs risqués vont continuer à être bien orientées. Il va falloir encore et toujours être très sélectif. Des banques centrales qui va rester une force importante dans le marché. Xavier de Buren est spécialiste des marchés financiers depuis plus de 20 ans. Il est directeur des investissements chez OTA Capital. Il est donc notamment responsable de la stratégie de la gestion pilotée dans la plupart des contrats Lynxea. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Point Marché Lynxea. J'ai à nouveau le plaisir d'être accompagné de Xavier de Buren, directeur des investissements chez OTA Capital. Bonjour tout le monde. Donc il y a 3 mois, Xavier, quand on s'était vu cet été, on avait dit que les perspectives sur les marchés étaient plutôt positives. Et effectivement, 3 mois plus tard, quasiment tous les grands indices sont sur leur plus haut historique. En effet, le mois d'octobre, on est encore en hausse très marquée après un mois de septembre qui avait été là aussi excellent. Tu l'as rappelé, on a notamment du côté américain les indices qui sont au plus haut historique. Donc c'est une année qui est à nouveau assez remarquable en termes de dynamique et de performance, avec un bémol près quand même qu'il faut rappeler sur la performance des actifs américains. C'est que pour des investisseurs étrangers, la forte baisse du dollar depuis le début de l'année a un impact négatif sur les performances de ces actifs américains. L'impact, c'est d'environ à peu près 12%. Donc, si je prends les performances du S&P 500, par exemple, depuis le début de l'année, elles sont à 16% en dollars, mais elles ne sont qu'à 4% pour un investisseur européen. Sur le Nasdaq, c'est pareil. La performance publiée en dollars est de 21% depuis le début de l'année. Elle n'est que de 9% pour un investisseur européen. Et c'est pareil sur le MSCI World. La performance en dollars est de 18%, mais n'est que de 6% depuis le début de l'année. Donc ça, c'est quand même à avoir en tête. C'est un impact non négligeable sur la performance des investisseurs étrangers qui ont investi sur les marchés américains. Du côté de l'Europe, là aussi, on a certains indices qui sont plus historiques, mais on a aussi des performances, comme on l'avait dit et comme on l'avait anticipé, contrastées avec un combat, je dirais, entre les pays du Sud et les pays du Nord, puisque l'IBEX, donc l'indice phare espagnol, est quasiment en hausse de 40% depuis le début de l'année. Et à l'inverse, le CAC 40, donc l'indice français, n'est en hausse que de 10% depuis le début de l'année. Et au milieu de ça, on a l'Allemagne qui a environ 20% de performance positive depuis le début de l'année, et elle qui a été aidée par l'énorme plan de relance d'infrastructures et de dépenses de budget d'armement qui a beaucoup aidé la dynamique du marché allemand. Et qu'est-ce qui nourrit un petit peu toute cette dynamique qu'on peut observer, même si, comme tu l'as dit, il y a des contrastes particuliers et régionaux? Qu'est-ce qui pousse les marchés? Alors, je dirais, il y a plusieurs éléments. Bien sûr, c'est tout d'abord l'apaisement du côté de la guerre commerciale. On avait vu, ça avait le Liberation Day, ça avait eu des performances très négatives sur le marché. Le marché avait beaucoup rebondi, mais il y avait quand même beaucoup d'anticipation négative sur l'issue de cette guerre commerciale. Et on voit qu'on a de l'apaisement qui passe par de la signature de plusieurs deal, oui, voilà. En tout cas, partenariat, on va l'appeler comme ça, entre les États-Unis et différents pays. Ça a été vrai avec le Japon, ça a été vrai avec le Canada, ça a été vrai évidemment avec l'Union européenne, même si à chaque fois le grand gagnant reste les États-Unis. Mais ça a été un élément favorable pour le marché et les actifs cotés, puisque les investisseurs se sont dit ça n'ira pas plus loin, ça ne pourra pas se dégrader. Deuxième élément favorable qui découle un peu de celui-là, c'est que finalement on a un impact modéré de cette guerre commerciale, aussi bien pour le consommateur que pour les entreprises, que pour la rentabilité de ces entreprises, donc de leur marge, et surtout un impact qui a été là aussi assez limité sur l'inflation. Et ça vient au deuxième point qui est favorable. Il y avait eu beaucoup de craintes d'une accélération de l'inflation, de revenir sur des niveaux finalement qui aura un impact négatif sur la croissance mondiale. Et on voit aujourd'hui que l'inflation est modérée. On est à 2,9% aux États-Unis
Donc c'est vraiment là, Malgré les droits de douane et malgré tout ça, malgré le contexte. exactement, ça illustre le fait que l'impact reste finalement assez limité. Là aussi, ça a été une bonne surprise. Il y avait beaucoup d'inquiétudes sur une accélération de l'inflation aux États-Unis. Et en Europe, on se situe au niveau de 2%, qui est le niveau cible visé par la Banque centrale européenne. Donc ça, c'est deux éléments qui sont favorables. Et on s'appuie sur une croissance économique qui est résiliente. Aux États-Unis, on a encore une dynamique de croissance qui est vraiment très favorable. Normalement, au troisième trimestre, la croissance économique américaine devrait être d'environ 3%, soit bien supérieure à sa croissance potentielle. Et du côté de l'Europe aussi, là, on a un peu de mieux, qui sans doute va se confirmer pour 2026, mais on y reviendra. Et tout ça dans un environnement en plus qui fait que surtout l'inflation maîtrisée, une croissance qui reste résiliente, on a aussi du côté des banques centrales des politiques économiques expansionnistes. Donc on en a beaucoup parlé depuis 2 ans en disant que c'est des éléments qui sont des éléments de soutien qui sont très forts pour les marchés. C'est ce qui se passe. La Banque centrale a baissé régulièrement ses taux. Ça a été une aide favorable à la performance du marché européen. Et là, depuis le mois de septembre, ce qu'on attendait, finalement, le pivot de la Fed, de la Banque centrale américaine, est arrivé. Et on est à la deuxième baisse de taux de la Banque centrale américaine, qui est un soutien vraiment très fort pour les marchés, pour les investisseurs. Donc voilà, donc on a un environnement finalement qui est très favorable, une croissance qui est résiliente, un très bon équilibre entre croissance, puisqu'on n'a pas de risque de récession, et inflation. On a une inflation qui est maîtrisée, donc on n'a pas de risque de voir l'inflation s'envoler, plus le soutien des banques centrales, c'est-à-dire une amélioration des conditions financières, et donc ça qui est évidemment favorable pour les investissements des entreprises et pour la consommation des ménages. Une consommation qui est toujours très solide et très dynamique, notamment aux États-Unis. Je rappelle que la consommation des ménages représente 70% du PIB américain. Donc, c'est évidemment un soutien qui est très important et un très gros soutien à la croissance américaine. Comme je le rappelais, on s'attend à avoir une fin d'année encore très bonne du côté de la croissance américaine, bien au-dessus de sa croissance potentielle. Si on regarde, en fait, le bilan des ménages américains, il est très sain, finalement très peu endetté. Et puis, on a un effet richesse très important qui joue avec la très forte hausse des marchés américains. D'ailleurs, les ménages américains sont très actifs et de plus en plus actifs sur les marchés boursiers américains. C'est à peu près 15% des volumes quotidiens qui sont traités par ce qu'on appelle le retail, donc par les ménages américains. Et ils vont profiter, en plus d'autres choses, c'est évidemment, on a un taux de chômage qui est au plus bas, donc c'est favorable pour les consommateurs américains. Et on a une amélioration des conditions financières, on l'a dit, la Fed baisse ses taux, donc ça, vous êtes un loyer de l'argent qui est moins cher, et donc ça facilite les investissements et la consommation. Et enfin, on en a beaucoup entendu parler, c'est le Big Beautiful Bill, qui est vraiment la très grosse réforme fiscale portée par l'administration Trump, donc qui va passer par des crédits d'impôt, des baisses d'impôts pour les entreprises comme pour les ménages américains, et ça devrait toucher 3/4 des ménages américains. Donc là aussi, ça va embarquer pour 2026 et 2027 quand même un gain de pouvoir d'achat quand même assez significatif qui Qu'on va devrait soutenir retrouver dans la consommation. la consommation et très certainement aussi dans les marchés financiers américains. Très clair, très intéressant. Voilà. Si on regarde un petit peu en détail, qu'est-ce qui a finalement fait la performance des indices européens d'ailleurs comme américains en Europe, c'est le secteur bancaire européen qui a une performance exceptionnelle. C'est le meilleur secteur de toute classe d'actifs confondus depuis 5 ans, depuis 2 ans. Ça fait mieux que les Magnificent Seven dont tu parlais, donc que les grands noms de la tech américaine. C'est assez incroyable. Cette performance s'est fait un peu sans bruit, mais finalement, c'est un secteur qui est dans un environnement très favorable. Il y a une très forte croissance des bénéfices par action. Les établissements bancaires, depuis la grande crise financière, la Commission européenne leur a imposé beaucoup de
beaucoup de choses à faire, beaucoup de réduction de périmètre, de cession d'activités qui étaient pas rentables, qui étaient risquées. Là, on demandait beaucoup d'exigences de capitaux propres. Donc, il y a eu une très grosse restructuration du secteur bancaire depuis 15 ans. Et aujourd'hui, on a des établissements bancaires qui sont en pleine forme, qui ont une très forte hausse de leur rentabilité, des valorisations qui sont très attractives. Alors, on était encore plus attractif il y a 2 ans, puisqu'on était revenu sur des niveaux de valorisation de la grande crise financière qui n'étaient pas justifiables. Donc, on a eu ce rattrapage, pardon. C'est un secteur qui distribue beaucoup de dividendes, puisque le niveau de rendement moyen du secteur bancaire est d'environ 8%, donc c'est énorme. Et en plus de ça, on a une consolidation intra-européenne qui a commencé en Italie avec pas mal de banques italiennes qui ont pris des participations et qui se sont rachetées. Et puis, on a vu des acteurs comme Unicredit prendre des participations dans Commerzbank, donc une banque allemande. Et donc ça aussi, c'est un soutien très favorable pour le secteur. Donc un secteur dynamique à regarder. Voilà, on a une dynamique économique, une bonne dynamique de valorisation et une dynamique de fusion-acquisition pour le secteur, donc gros soutien. Ensuite, pour revenir sur le marché américain, évidemment, le secteur de la tech a été un soutien très fort. On a là aussi une performance qui a été soutenue par une dynamique de bénéfices par action qui est incroyable. La rentabilité de ces acteurs est quand même assez formidable, en plus de leur dynamique de croissance, évidemment. Si on regarde du côté de la valorisation, aujourd'hui, le secteur tech américain, c'est 27 fois les bénéfices. Alors, c'est élevé, mais si on compare au même secteur au plus haut des années 2000, la valorisation était la fameuse bulle Internet, 52 fois. Donc, on est quasiment 2 fois moins cher aujourd'hui. Effectivement, la valorisation est élevée, mais ce sont des sociétés qui aujourd'hui sont sur des niveaux de rentabilité records, des marges records, ce qui n'était pas le cas lors de la grande bulle Internet. Et on entend beaucoup, et le marché aujourd'hui s'interroge un petit peu sur les montants d'investissement absolument exceptionnels que le secteur dépense aujourd'hui, notamment sur l'IA, notamment sur la partie cloud. C'est des montants qui sont incroyables en termes de montants et de valeur absolue. Mais la grande différence par rapport aux années 2000, c'est que ces investissements sont financés par la trésorerie qui est générée par ces entreprises. Elles ont des bilans qui sont très sains et donc elles s'autofinancent finalement. Alors que dans les années 2000, c'était très souvent financé par de l'endettement. Il y avait aussi une avalanche d'IPO, donc les entreprises venaient sur le marché pour lever des capitaux afin de financer leurs investissements. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est quelques géants vraiment qui investissent massivement dans ce secteur du cloud et qui vraiment portent la dynamique du marché. Exactement, c'est ce qu'on appelle les hyperscalers, c'est un mot qu'on entend très souvent. Donc ça, ce sont des fournisseurs de services cloud. Donc les 5 grands noms, c'est Amazon, Meta, Google, Microsoft et Oracle. Dynamique très forte évidemment. Et ces 5 entreprises à elles seules investissent 30% des investissements, des CAPEX qu'on appelle, du S&P 500. Donc ces 5 entreprises, c'est quasiment un tiers des investissements totaux dépensés par les 500 plus grandes entreprises américaines. C'est colossal, ça va représenter à peu près 370 milliards de dollars d'investissement en 2025. Et à elle seule, Amazon va investir 125 milliards de dollars rien que cette année. C'est incroyable. Juste à titre de comparaison, 125 milliards de dollars, c'est à peu près la capitalisation boursière de Air Liquide, donc qui est vraiment une entreprise majeure et cœur dans le CAC, une entreprise qui a été créée en 1902, qui a plus de 120 années. Et Amazon va dépenser l'équivalent d'un Air Liquide, donc de 120 ans de croissance et de développement industriel en une année. C'est quand même assez
Il y a un autre marché sur lequel je voudrais t'interroger, c'est celui de l'or. On en a beaucoup entendu parler, puisqu'il y a eu des records qui se sont suivis pendant plusieurs mois. Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu la dynamique qui se cache aussi derrière cette performance. Là aussi, c'est un actif dont on entend beaucoup parler, Mm. hein, dans les journaux, à la radio. Faut dire que les performances sont très bonnes, hein. C'est 25% de performance en 2024. C'est 45% de performance depuis le début de l'année en dollars. Donc on est à peu près à 33% de performance depuis le début de l'année. Mais c'est sûr que donc, c'est un métal précieux, finalement assez rare, mais qui est très recherché. Qui achète? Qui achète Ouais, aujourd'hui? surtout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, 50% de la production d'or est achetée par la joaillerie. Donc c'est évidemment pour les bijoux, l'horlogerie, etc. Ensuite, il y a 23%, c'est par les banques centrales. Et on y reviendra parce que c'est un point qui est fondamental. 23%. Ensuite, il y a 20% de cette production qui est achetée par les investisseurs. À travers, Privé, institutionnel. exactement. Donc en gros, il y a à peu près 43-45% qui est acheté comme investissement. Et les 7% restants, c'est l'industrie. Si on regarde maintenant, c'est 43% qui D'investissement. achètent de l'or comme investissement. Déjà, pourquoi on achète de l'or? Je pense que c'est important de le rappeler. Oui, bien sûr. Tout d'abord, c'est un outil de diversification. C'est un actif de diversification qui est important puisque le cours de l'or est décorrélé des actifs risqués que sont les actions et les obligations, par exemple. C'est la valeur refuge centrale. C'est aussi la valeur refuge, c'est ça. Parce que y a un point aussi, c'est que c'est un actif qui est défensif. Pourquoi valeur refuge? C'est que c'est défensif. C'est le seul actif financier qui n'a pas connu de crack. Depuis une baisse soudaine de 50%, c'est jamais arrivé. depuis le départ. Ensuite, c'est un actif qui permet de se protéger contre l'inflation, notamment. C'est un actif réel, donc son cours est corrélé positivement à l'inflation. C'est aussi un actif défensif parce qu'il permet de se couvrir contre des crises économiques ou des crises financières. À ça, on peut rajouter un élément qui est très important également, c'est que c'est un actif qui est très liquide et qui a une valeur universelle. C'est-à-dire que son cours est le même partout dans le monde. Donc vous pouvez échanger, vendre ou acheter votre or partout dans le monde dans les mêmes conditions. C'est vraiment très, très important et essentiel. Et enfin, et ça pour moi c'est l'élément dans les situations actuelles la plus importante, c'est que c'est un actif neutre, c'est-à-dire qu'il n'est émis par aucun État, par personne. Donc voilà, il a une neutralité, il ne dépend pas d'un bilan d'une banque centrale, il ne dépend pas d'un État, il ne dépend pas de... Voilà, donc sa neutralité aujourd'hui fait que c'est un actif absolument incontournable. Et c'est ces qualités-là justement qui poussent aujourd'hui, ce que tu as dit, les banques centrales à se tourner vers ce produit? En effet, aujourd'hui, donc 23% des achats de la production annuelle d'or se fait par des banques centrales. C'était 0 il y a 10 ans. Donc pour bien comprendre, c'est que pourquoi est-ce que les banques centrales achètent de l'or en dehors des aspects qu'on a dit, de la diversification, le fait aussi que ça protège les banques centrales d'une dévaluation monétaire, c'est qu'aujourd'hui l'or est devenu un actif stratégique et géopolitique. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une accélération incroyable des achats d'or par les banques centrales depuis la guerre en Ukraine et depuis le gel des avoirs russes. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est un actif géopolitique et stratégique essentiel? C'est que c'est un actif qui permet de se couvrir justement et de se protéger de ce gel des avoirs. Et quand on regarde en détail quelles sont les banques centrales qui achètent tout ce qu'ils peuvent comme or, en premier, c'est la banque centrale chinoise. En deuxième, c'est la banque centrale russe. Et après, il y a l'Inde, il y a le Moyen-Orient. Ça permet donc, comme je l'ai dit, se protéger du gel des avoirs. Et ça permet aussi de diminuer son exposition au dollar pour ces banques centrales-là. C'est-à-dire qu'elles vont acheter moins de dettes américaines en dollars et elles vont acheter de l'or, qui encore une fois peut être revendu partout dans le monde et qui ne peut pas être gelé.
Ouais, c'est une manière de s'acheter une indépendance vis-à-vis des États-Unis. Complètement, complètement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un actif aujourd'hui très important de façon géopolitique et stratégique. Et pour un investisseur privé qui voudrait s'intéresser à cette classe d'actifs, quels sont les moyens qu'il peut utiliser? Oui, alors on l'a dit, hein, c'est 20% aujourd'hui des acheteurs d'or sont des investisseurs. Donc c'est des institutionnels et c'est aussi de la clientèle privée. Il y a deux façons d'acheter de l'or. Il y a de l'or physique, donc c'est aller acheter des pièces d'or, des lingots. Donc ça, Mm. bon, vous l'avez avec vous, etc. La deuxième façon pour les investisseurs d'acheter de l'or, qui n'est pas donc un achat d'or physique, mais un achat d'or papier. Mm. Donc ça, il y a deux choses. Soit vous achetez des actions directement de mines d'or ou de fonds aurifères, c'est-à-dire qui Qui investissent vont eux-mêmes vraiment produire de l'or. qui vont eux-mêmes investir dans des mines d'or, soit vous pouvez via des ETF ou des certificats. Un certificat, c'est quoi? C'est en gros une banque va acheter de l'or, va le stocker dans ses stocks et va délivrer un certificat de propriété à un client qui va pouvoir céder à d'autres clients. Et en gros, la banque va assurer la contrepartie. Et un jour, si je te vends un certificat, tu peux aller voir la banque en disant je vous donne mon certificat et Je donnez-moi récupère mon l'or. or Et voilà, ça correspondant. c'est tout à fait possible. C'est pas très pratique, Mm. mais c'est tout à fait possible. Et depuis quelques années, évidemment, on a tout le secteur des ETF. En fait, c'est des ETC, mais des ETF qui s'est développé et qui permet à n'importe quel investisseur de pouvoir investir directement sur des produits qui sont corrélés au cours de l'or et pour certains qui ont en contrepartie de l'or physique. Ouais, donc c'est ce qu'on appelle l'or papier. Exactement. Et c'est par exemple dans le contrat d'assurance vie Linxa et les PER, sur Avenir et Spirica notamment, on a des outils qui permettent de s'exposer à l'or via ce type de Ces produit. ETF. Ouais. Et l'avantage des ETF, c'est que finalement, on a des coûts de fonctionnement, entre guillemets, qui sont très faibles, qui sont entre 0,11 et 0,25%. C'est très liquide. Et donc voilà, c'est des outils simples qui vous permettent de pouvoir acheter de l'or via soit un certificat ou via des ETF qui sont référencés dans vos contrats d'assurance vie partenaires Sans avoir chez le AXA. stocker chez soi. Peut-être que tu peux rappeler les différents modes de fiscalité selon le mode de détention de l'or. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a deux approches différentes sur la fiscalité. Donc, la fiscalité ne s'applique bien sûr qu'à la cession de l'or. Pour ce qui est l'or physique, donc quand vous cédez vos lingots ou vos pièces, il y a deux systèmes. Il y a la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, c'est 11,5% du total de ce qui est cédé. Soit tu peux faire le choix d'aller sur les régimes de la plus-value. Et donc là, c'est taxé à 36,20%. Il y a 19% d'impôt sur le revenu et 17,2% de cotisation sociale. Sachant qu'il y a un abattement de 5% qui s'applique à partir de la deuxième année de détention. Et donc, ça veut dire quoi pour résumer? C'est-à-dire qu'au bout de 22 années de détention, tu ne paieras plus d'impôt sur la plus-value. Chaque année, ça baisse de 5%. Exactement. Et au bout de 22 ans de détention, sachant que c'est souvent un actif que l'on détient pendant très longtemps, au bout de 22 ans, tu paieras pas d'impôt sur ces plus-values. Et du côté de l'or papier maintenant, ça c'est très simple, ça rentre dans la flat tax. Donc dans la fiscalité classique des contrats d'assurance vie. Et effectivement, et les plus-values sont taxées à hauteur de 30%. Très clair. Un autre point d'actualité que je voudrais évoquer avec toi, c'est un peu la situation de la dette française, qu'on entend beaucoup parler. C'est quoi ton regard sur cette situation et les conséquences qu'il pourrait y avoir sur les marchés ou sur l'investissement en France? Là aussi, je pense que c'est important on lit beaucoup de choses, et effectivement, c'est normal qu'il y ait pas mal d'inquiétudes autour de cette dette française et des dérapages des dépenses publiques. Aujourd'hui, l'ensemble de la dette française, État et collectivités, c'est 3 300 milliards. Si on se concentre sur la dette d'État, donc on va enlever la dette des collectivités, etc., c'est 2 500 milliards.
Plus de 100% du PIB. Voilà. L'échéance de cette dette, moyenne, c'est décembre 2033. Donc, tu vas me dire, c'est loin, mais pas si loin que ça. Le coupon moyen de cette dette, aujourd'hui, c'est 1,82%. Donc, c'est très faible. Ça, c'est le résultat des 15 années où, finalement, les banques centrales ont mis leur taux à zéro, voire négatif, et ça a permis à tous les pays, et notamment la France, de pouvoir s'endetter dans des conditions extrêmement favorables. S'endetter à taux négatif, c'est quand même assez... c'est un non-sens économique, mais c'est arrivé. Donc ça a beaucoup aidé à maintenir finalement des taux moyens de la dette française à ces niveaux faibles. Ce qu'il faut regarder, alors, puis quand on regarde aussi sur la probabilité de défaut à 1 an de la France, 1 an ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est 0,17%. Donc le risque de défaut, il est minime, il est quasi nul. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est quelles sont les grosses échéances à venir à refinancer. Le principe de quand tu émets une obligation, il y a une durée de vie, et puis à la fin, tu es obligé de refinancer. De retourner sur les marchés pour refinancer ta dette. Pour refinancer cette dette. Là où c'est plus inquiétant, c'est que pour les 4 prochaines années, donc entre 2026 et 2029, c'est pas loin de 1200 milliards de dettes, quasiment 50% du stock actuel qu'il va falloir refinancer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être refinancé à des taux beaucoup beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, le taux 10 ans français est à 3,40 contre un coût moyen de la dette à 1,82. Donc, quand vous avez 50% du stock qu'il va falloir refinancer à des taux quasiment 2 fois plus élevés, ça va forcément avoir un impact très important sur ce coût de la dette chaque année. Ce coût de la dette. Aujourd'hui, le coût de la dette, c'était 50 milliards, on va dire, en 2024. Ce sera 55 milliards cette année. Les estimations qui sont faites, c'est que ça va monter à 75 milliards donc là aussi, en 2027. 50% de plus. Et c'est là où est le risque. C'est d'ailleurs ce que mettent en avant les banques centrales, les agences de notation sur le risque intrinsèque de la dette française. Oui, c'est surtout les perspectives qui sont négatives plutôt que la situation actuelle. Finalement, cela lié aussi avec l'instabilité politique qui fait que tu as cette perspective et c'est une notation de la France qui a tendance à baisser chez les observateurs. Oui, alors, et puis il y a une autre façon de voir l'inquiétude des investisseurs sur cette dette française, c'est de regarder le spread. Donc, entre l'Allemagne et les États-Unis. Le spread, c'est la différence de taux qu'il y a entre le taux 10 ans français et le taux 10 ans allemand, le Bund. Et donc, qui est la référence. Exactement, qui est la dette d'État la moins risquée et celle de meilleure qualité en Europe. Et donc, c'est comme ça qu'on mesure finalement le stress des investisseurs d'une dette par rapport à taux de référence qui est le taux 10 ans allemand. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est la dette de référence, l'Allemagne? C'est que ils ont des équilibres budgétaires qui sont très sains et un déficit public qui est quasiment inexistant. Et donc, ce spread entre la dette allemande et la dette française est de 80 points de base. C'est plutôt assez stable. Ça a augmenté. Mais il y a un niveau qu'il faut surveiller, c'est 100 points de base. C'est-à-dire que si les taux 10 ans français se payent 1% de plus que les taux allemands, ça, c'est des niveaux qu'il faudra regarder et qui vont embarquer un stress important qui pourront avoir des conséquences. Donc une situation à surveiller, même s'il n'y a pas encore aujourd'hui vraiment de panique. Pour finir, peut-être que tu peux nous donner quelques perspectives sur 2026, quelques points à surveiller? Oui, alors déjà la fin de l'année sera sans doute assez bonne. Hein. Il reste 2 mois de bourse, les performances sont quand même très bonnes. Concernant 2026, nous on considère que
classes d'actifs risqués vont continuer à être bien orientées. Il va falloir encore et toujours être très sélectif, mais ce qu'on a dit en introduction, c'est le soutien des banques centrales qui va rester une force importante dans le marché. L'amélioration de la croissance, notamment en Europe, sans doute que les marchés européens qui devrait accélérer en 2026 sera une zone de performance sur laquelle il faudra s'exposer, ou en tout cas s'exposer un peu plus qu'on ne peut l'être aujourd'hui. Les États-Unis, avec ce qui se passe, normalement, il n'y a pas tellement de crainte sur la dynamique sous-jacente de consommation. Après, il faudra être évidemment prudent sur les niveaux de valorisation de certains secteurs. Il faudra surveiller. Il y a quelques faillites un petit peu inquiétantes aux États-Unis, notamment sur tout ce qui est dette privée. Donc ça, il va falloir surveiller un petit peu et être assez prudent. Mais sur la classe action, on reste positif. On reste positif aussi sur les actifs asiatiques. Là aussi, la Chine a fait un rattrapage assez important en 2024, mais les valorisations restent quand même assez basses. Ouais. Donc là aussi, on a identifié des opportunités sur la zone asiatique, hein, notamment sur la partie action. Et puis, sur la partie obligataire maintenant, donc crédit d'entreprise, les niveaux de rendement délivrés par cette classe d'actifs restent pour nous comme très attractifs pour favoriser le portage. Hein. On a souvent mis en avant déjà dit, les fonds de dette à échéance. Là, il y a pas mal d'experts qui continuent à lancer des fonds à échéance 2031, 2032. Donc, le principe, c'est d'acheter une part de ce fonds. Ce fonds, qu'est-ce qu'il fait ? Il va acheter des obligations qui ont un peu toute la même année de fin, donc 2031, 2032. Et ce fonds va les acheter et va les porter jusqu'à l'échéance, donc jusqu'au remboursement par l'entreprise de cette obligation. Et ça vous permet finalement, tout au long de la vie, donc jusqu'en 2031 ou 2032, de bénéficier des coupons qui sont détachés par ces obligations et donc d'avoir un rendement très visible et qui reste quand même assez attractif, hein, voire pour certains sur la partie high yield, mais sur une bonne qualité de crédit malgré tout, qui peuvent être au-dessus des 4%. Ouais, donc ça permet de cranter un certain niveau de taux d'intérêt Exactement. dans un contexte de baisse des taux sur les banques centrales. Voilà, et donc ça offre de la visibilité. Et vous savez qu'en rentrant aujourd'hui à tel niveau de rendement, c'est le niveau de rendement que vous allez pouvoir à terme atteindre chaque année jusqu'à la fin. Donc ça, cette classe d'actifs nous semble toujours avoir clairement sa place au sein d'une allocation. Donc, positif sur les actions, avec toujours une sélectivité très importante et une diversification très importante. Sur le marché de la dette, là aussi, encore des perspectives qui nous semblent favorables. Et donc, il faut rester embarqué et investi sur ces classes d'actifs. Parfait, très clair. Merci beaucoup, Xavier. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et à bientôt chez Lanxa. Merci, Ronan. Au revoir.